Le retour de la NBA, c'est dans moins de 15 jours. Encore un petit peu de patience pour tous les fans de basket. Oui, ça y est, Victor Wembanyama va bien signer son grand retour après sa thrombose veineuse survenue à l'épaule qu'il avait éloigné des terrains pendant 41 matchs. Oui, après le week-end du All-Star Game, on l'a plus vu, opéré, ça s'est bien passé. On l'a vu parfaitement s'en remettre, s'entraîner avec Kevin Garnett, avec Olajuwon, le crâne rasé en Asie avec les moines Shaolin pour se ressourcer. Il l'a dit lui-même pendant le Media Day. Aucun sportif ne s'est aussi bien préparé que moi. Ok, la déclaration, elle a le mérite d'être claire. On a hâte de voir ce que va donner l'année 3 de Victor Wembanyama. Après, est-ce que l'année sophomore a été un petit peu gâchée par cette thrombose veineuse? En tout cas, l'année dernière, forcément, en deuxième partie de saison, tu as presque commencé un tank. Quand tu as vu que De'Aaron Fox, ça allait pas suffire pour accrocher le play-in, bon, tu t'es résigné, tu as mis Bismack Biyombo et Charles Basset à l'intérieur. Et ça coûte 34 victoires pour 48 défaites. Fallait pas s'attendre à grand chose de mieux. En revanche, ça a servi à quelque chose parce que derrière, tu vas choper le deuxième pick de la draft et le 14e. Dylan Harper, Carter Bryant, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ces deux picks hyper intéressants qui vont être utilisés par les Spurs. On pouvait s'attendre à ce qu'un des deux soit trade pour monter quelque chose, monter un échange pour récupérer des assets, ou même un joueur intéressant, un poste 4, poste 3. Non, on décide de faire confiance à la draft et au talent de ces deux-là. Ça drafte bien en général du côté des Spurs. Il va falloir, parce que la saison dernière, ok, tu tankes, mais tu finis quand même 25e défense NBA. 116 points encaissés par match, c'est trop. Mais bon, quand Victor sera de retour, quand Dylan Harper sera là, et surtout quand Stephen Castle entrera dans son année 2, qui est capable de se mettre de sacrées pelées défensives avec Devin Vassell, tous ces mecs-là qui étaient capables de stopper en 1 contre 1 les meilleurs attaquants de la ligue, il va falloir que ce chiffre baisse pour rentrer au moins dans le top 20 des meilleures défenses de la ligue. Quand tu as le meilleur défenseur de NBA, tu te dois d'avoir une défense qui suit un petit peu le même chemin. Je me fais pas trop de soucis. Offensivement, pareil, il monte la 19e meilleure attaque. 113 points, ça va augmenter, je me fais pas trop de problèmes là-dessus. Tu as une équipe jeune qui naturellement va progresser offensivement également. Donc ce chiffre va augmenter, tu vas rentrer dans les 115, j'en suis certain. Allez, peut-être dans le top 13, top 14, ce serait bien. On va voir comment les choses vont se passer. En attendant, pendant cet été, tu as plutôt bien bossé. Au-delà de la draft, tu ramènes Kelly Olynyk et Luke Cornett. Donc le côté, j'ai besoin de sécuriser mon secteur intérieur pour faire respirer, faire souffler Victor Wembanyama et en cas de blessure, en cas de pépin, toujours rester compétitif. Tu ramènes Kelly Olynyk en provenance des Pels et Luke Cornett, champion avec Boston il y a 2 ans, qui va venir avec sa bague amener un petit peu d'expérience dans le Texas. C'est bien, ça va ramener un petit peu de volume à l'intérieur, de taille, quand Victor est pas sur le terrain. Parce que, ok, Biyombo fallait quand même se mouiller la nuque en deuxième partie de saison. Carter Bryant également, le rookie dont je vous parlais, qui s'est mis quelques pelées défensives pendant la Summer League assez impressionnantes. Derrière, c'est assez léger. Tu prolonges McLaughlin, Lindy Waters, Jones Garcia qui a enfin a son two-way contract parce qu'il a été impressionnant pendant la Summer League à l'image de Carter Bryant qui n'a pas d'impressionnant et de sexy que le nom qu'il porte et il joue aussi avec un bandeau juste avant le coude à l'image évidemment de Kobe ou de Michael Jordan. Il s'est mis quelques tollées défensives impressionnantes, il a un volume, il a une capacité à s'élancer, à sentir le jeu, à comprendre plus vite le basketball que les autres. Tu n'es qu'en Summer League, mais quand même, il a récupéré et contré beaucoup d'adversaires, encore une fois, sur des ballons presque anodins, des remises en jeu, il est plus motivé que toi, donc il va récupérer le ballon, capable de s'élancer à quoi 1m20 du sol pour contrer un ballon à la manière d'un Ja Morant. Dylan Harper, c'est le cas aussi, qui s'est mis quelques fois en avant défensivement. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ce contre, vous n'avez pas pu passer à côté. Il est complètement déséquilibré à 1m50 du sol, sous les yeux de Cooper Flagg. Le numéro 1 de draft ne peut qu'apprécier ce qu'est capable de faire le numéro 2 de draft et le numéro 2 des Spurs. Il envoie un contre exceptionnel, il s'élance mais à une hauteur dingue. C'est hyper rassurant parce que ton équipe commence à se former et la tête d'affiche, c'est évidemment Victor Wembanyama. Le franchise player, il est français. Le lieutenant numéro 1, c'est évidemment De'Aaron Fox que tu as ramené, qui n'a pas pu beaucoup évoluer avec Victor Wembanyama, mais qui est un joueur All-Star, qui doit retrouver son poste de All-Star parce que tu l'as prolongé. Tu lui as donné 222 millions sur les 4 prochaines années, plus de 30% de ton salary cap. Donc tu dis à De'Aaron Fox, je te confie
les clés du backcourt, il va falloir que tu me récompenses. Je vais te donner 61 millions de dollars en 2029-2030. Waouh, c'est de sacrées sommes, même si la NBA pend dans cette direction-là, où les salaires commencent à être délirants. Chaque année, il y a le plus gros contrat de l'histoire qui est signé. En attendant, tu fais confiance à De'Aaron Fox. J'espère qu'on va pas le regretter. Je pense pas. À 27-28 ans, il va quand même falloir qu'il devienne un All-Star référence chaque année, parce que quand tu investis autant sur un joueur, il le faut. Je vous parlais de Luke Kornet, je vous parlais de Kelly Olynyk. C'est bien, c'est deux bonnes arrivées. Luke Kornet, tu vas pas le payer trop cher. En plus, je crois qu'il tourne à 11 millions la saison. C'est ce qu'il mérite. Un très bon backup. Il était backup d'une équipe championne NBA. Quoi de mieux pour remplacer Victor Wembanyama? C'est un mec qui a toujours joué dans ce registre-là, autour des 15-20 minutes par match. Il tournait à 18 avec Boston. Ça va sans doute être un petit peu la même chose que lorsqu'il va arriver à San Antonio, peut-être un petit peu moins. Mais bon, en même temps, Victor Wembanyama, je pense pas qu'on va risquer de le blesser trop tôt. Va quand même falloir qu'il joue un petit peu au basket. Il est capable d'envoyer son compte par match, il va prendre ses rebonds. C'est un joueur fiable, un petit peu plus que Kelly Olynyk, qui lui a plus de mal à enchaîner. Par contre, lui joue davantage, jouait beaucoup plus avec les Pels. Mais bon, je me fais confiance aux Spurs. Je crois que c'est deux arrivées très intéressantes pour renforcer ton secteur intérieur, qui vont pas te coûter grand-chose, mais qui sont capables de t'apporter de la maillotche, de la défense, de l'offense. Pas trop de problèmes là-dessus. Évidemment, il faut quand même parler de ceux qui vont starter, parce que Olynyk et Luke Kornet, je crois qu'on va pas les voir beaucoup dans le 5 majeur. Mon 5 majeur, le voici. Alors, comparé à l'année dernière, évidemment, il est un petit peu bouleversé. Stephen Castle rentre dans le 5 majeur pour moi. Il a été énorme, nommé rookie de l'année, défenseur déjà élite, QI basket exceptionnel. On va reparler de lui dans cette vidéo, mais moi j'ai pris une claque par la maturité de Stephen Castle, impressionnante. Il a mérité son titre de rookie. Il finit même, je pense, loin devant Reza Shea. Évidemment, Jared McCain des Sixers s'était blessé, et donc il était le seul concurrent. À la main, bien sûr, au poste 1, je mets De'Aaron Fox. Poste 3 et 4, c'est sans doute là que je peux entendre certains choix autres. Est-ce qu'on met Sohan poste 4 et on balance Harrison Barnes au poste 3? Est-ce que Vassell, on lui fait confiance et on a investi sur lui, donc on veut qu'il joue? Ok, moi en l'état, mon 5 c'est ça. Wembanyama, j'en parle pas. Harrison Barnes qui donne de bonnes minutes, qui est le role player par excellence, qui défend fort, qui fameux 3&D, qui défend fort et qui, quand faut dégainer à 3 points, est capable d'envoyer sa filoche à 45 ou à 0 degré. Devin Vassell, lui aussi, on parle pas beaucoup de lui dans le marché de l'été des Spurs, mais il est devenu un défenseur peut-être pas encore élite, mais impressionnant. Je pense qu'il peut encore progresser. C'est encore un jeune joueur sur qui les Spurs ont de gros espoirs. À voir, est-ce que Sohan va pouvoir se mêler dans ce 5 majeur? Est-ce que Keldon Johnson va pouvoir jouer davantage? Il faut quand même le rappeler, hein. Avant Victor Wembanyama, le franchise player, c'était lui. Donc tu avais perdu Murray et Derrick White, ok, mais c'est lui qui mettait ses 23-24 points par match. Wembanyama, top 3 MVP, pourquoi je titre ce premier point comme ça? Parce que j'ai vu pas mal de monde sur les réseaux sociaux, notamment Thomas Dufan de la First Team, penser que Victor Wembanyama allait pouvoir se battre pour le top 3 du MVP. J'espère, ça me paraît un peu tôt quand même top 3, parce qu'au-delà des performances individuelles, il va falloir que collectivement ça suive. J'ai du mal à voir les Spurs d'office dans un top 6, et collectivement, Shai, si les OKC est 5ème, il n'est pas MVP. Par contre, être All-Star, ça, il n'y aura pas de souci. Être défenseur de l'année, il va falloir le devenir, parce que pour tout le monde, tu l'es, mais t'as pas encore le trophée dans l'armoire, parce que il faut jouer 65 matchs, et l'année dernière, il y en avait 41, mais il est trop fort. On parlait de son rôle défensif. Au-delà des contres exceptionnels et du contre exceptionnel qu'il va envoyer sur Jalen Green, qui derrière va pas rester longtemps chez les Rockets, il est exceptionnel dans la dissuasion. Là, Jalen Green, il n'a pas eu peur d'aller dunker ça. Pourtant, il y avait quand même Victor en face. Stéphane Castle, il regarde en se disant « Mais Jalen, tu es fou, tu sais qui va te contrer ?» Pas de souci, Victor Wembanyama contre et il dissuade. Ça se voit pas dans les statistiques, mais quand Steph Curry fait un coast-to-coast et tente d'aller au lay-up, s'il y a Victor Wembanyama dans la raquette, il ne va même pas y aller parce qu'il sait qu'il va se faire contrer. Comme une fois ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, ces mecs qui s'approchent du panier, qui voient l'alien de 2,25 proche du panier. Ça se voit pas dans les stats, hein, que le mec, du coup, il va perdre la possession, il va perdre 5 secondes, il va perdre le ballon, bref. Ça se voit pas, mais ça compte énormément, et dans l'aspect du connaisseur de basket, ça va compter
dans le principe du défenseur de l'année. Gobert a beaucoup moins ce volume-là, Mobley pareil, Jaren Jackson Jr. pareil, AD pareil, seul Victor Wembanyama a cette aura qui lui permet d'être ultra dissuasif au moment de s'approcher de lui et du panier. Trop fort, je vous l'ai dit, il comprend le basket mieux que les autres, il a un QI basket surdéveloppé. Dès qu'il voit un mismatch, bah forcément Chris Paul, lui, tu lui fais pas, il connaît la chanson, on va lui donner, il n'a pas besoin de se retourner, balle en l'air, il va dunker les mains dans le dos. Impressionnant, mais on commence à le connaître, il est capable de shooter à 3 points depuis le logo de Denver, pas de souci, ça rentre. Il est capable de tout faire. Il bouge également. Pourquoi est-ce que Victor Wembanyama est un aussi bon basketteur? Parce qu'il est capable de bouger comme un mec qui fait 2,5. Sauf que lui, il fait 2,25. Il a encore grandi cet été. Rudy Gobert va venir essayer d'aider Anthony Edwards. Anthony Edwards qui est un très bon défenseur, qui est quand même un véritable bœuf, même s'il ne fait pas la taille de Victor, il est costaud. Julius Randle, il pense à venir, sauf que Victor Wembanyama, il se déplace et il va trop vite. Jaden McDaniels, il peut tenter quelque chose. Victor Wembanyama va trop vite, monte trop haut, claque le ballon trop vite dans le cercle. Ça va trop vite, c'est trop fort. Il a encore progressé, il a 46 matchs. Je crois qu'il avait joué 41 matchs, c'est bien 46. Évidemment, le nombre de points par match a augmenté. Il a joué un petit peu plus. Rappelez-vous, dans son année rookie, bah, parfois il était un petit peu bridé, il jouait pas forcément tous les back-to-back. Là, ça y est, on commence à lâcher les fauves, on lâche le chien, le pourcentage à 3 points a augmenté, le nombre de paniers à 3 points pris a augmenté, tout a augmenté, le nombre de blocs, le nombre de rebonds en assist, tout ça va encore augmenter quand à côté de lui, il va y avoir des mecs capables d'envoyer. Victor est trop fort, mais il va falloir que tu développes ça. Ou MB Fox, une relation à prendre, à créer, parce que tu vas devoir tout simplement faire de Fox le lieutenant numéro 1 de Wemby. C'est bien d'être ultra dominant dans la raquette, d'être trop fort all-around, mais il va falloir que tu aies un mec qui joue pour toi et qui joue avec toi. De'Aaron Fox a tout pour devenir le complément parfait de Victor Wembanyama, notamment dans un registre que j'ai pu voir au cours de la saison. On va pas s'arrêter sur tout ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble, parce qu'on ne sait pas forcément, mais parce que Chris Paul et De'Aaron Fox sont quand même des joueurs différents, mais quelque chose qui a très bien marché, et qui est simple au possible. Là, tu es contre le Jazz. Le Jazz, vous allez les voir souvent prendre quelques highlights des Spurs. Victor va venir aider, et va poser son écran sur là, c'est Cody Williams. Et évidemment, du coup, Chris Paul, ça lui libère un petit peu d'espace. Forcément. Ensuite, il se retourne immédiatement, notre français, et là, pour Walker Kessler, au point n'importe qui, c'est trop tard. Il y a juste à envoyer un petit alley-oop, et c'est parti. Victor Wembanyama et ses jambes d'1m50 ne peuvent que s'élancer et dunker sur toute la défense du Jazz. Encore une fois, là, contre une bien meilleure défense, si ce n'est la meilleure de la ligue. Les Wolves de Rudy Gobert, il vient au support de Chris Paul pour poser son écran sur Alexander Walker. Ok, là, bon, rien d'impressionnant. Gobert veut pas se faire avoir et prendre de vitesse, donc il reste assez loin, il reste dans sa ligne des 3 points. Wemby vient l'aider, sauf que Gobert, il est un petit peu naïf parce qu'il pense que Chris Paul va envoyer à 3 points. Résultat, il n'en est rien. Mike Conley ou DiVincenzo vont pas aller se risquer à les défendre sur Victor Wembanyama. Il vient exploser le panier à la maison des Spurs. C'est là qu'il est trop fort. C'est dans sa capacité à bouger, à comprendre le jeu. Et De'Aaron Fox va créer des systèmes pour sa star. Mitch Johnson aussi, le nouveau coach, si on peut dire ainsi, des Spurs, va devoir jouer dans ce sens-là. Ils le savent qu'ils ont un alien. Et à côté de lui, ils ont quand même celui qui a été nommé le Clutch Player of the Year, celui qui a été le plus clutch. Je crois que c'était il y a quoi? Il y a 2 saisons. Il me semble que l'année dernière, c'est Steph Curry qui prend ce trophée. Donc pas de souci, c'est un mec qui sur le papier est capable d'envoyer à 3 points quand ça compte et quand Victor est pris à 2, à 3. Ça va être hyper important. Je vous disais que Wemby était capable de tout faire, il est capable aussi de créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout. Victor Wembanyama, il a tout. Vous pouvez me citer ce que vous voulez dans la NBA actuelle qui fonctionne. Victor, il l'a. Le shoot à 3 points, le volume de passe, la capacité à défendre, à mettre de la viande à l'intérieur parce que la NBA a rarement été aussi physique, donc si tu n'y vas pas au coup d'épaule, tu passeras pas. Faire jouer les autres, c'est devenu essentiel, surtout quand tu es un joueur de son calibre-là. Si Nikola Jokic est aujourd'hui le meilleur joueur de la planète, c'est parce qu'il est trop fort individuellement, mais il est trop fort parce qu'il rend tout le monde meilleur autour de lui. Et Victor Wembanyama doit s'en inspirer, il doit encore développer sa capacité à playmaker, mais elle est déjà XXL selon moi.
il attire naturellement. Victor Wembanyama fait peur et attire la défense. Donc forcément, quand tu as un Victor qui s'élance à cette distance-là du panier, tu as envie, avec Draymond Green, avec Steph Curry, de le couvrir. Sauf qu'à côté, on commence à le comprendre, il faut bouger autour de Victor. Victor va faire bouger le jeu, alors tu dois le suivre et bouger. Derrière, ça donne un panier facile pour le bon Harrison Barnes, qui est souvent bien placé. Et c'est le cas très souvent. Là, Victor comprend parfaitement qu'il y a un mismatch. James Harden, ok, c'est mon joueur préféré, il faut quand même pas se leurrer. Défensivement, c'est loin d'être le meilleur, encore moins sur Victor Wembanyama. Il y a donc Ivica Zubac qui va tenter de venir l'aider. Donc Victor comprend parfaitement qu'il va falloir oublier la volonté de rentrer son panier. Par contre, il fait jouer les autres. Sohan comprend qu'il y a donc quelque chose qui va pouvoir se créer. Je te donne le ballon. Derrière, c'est un dunk facile. Il crée pour les autres rien que par sa capacité à être sur le terrain. Victor Wembanyama, naturellement, il donne envie d'être défendu par deux joueurs. Donc, quand il y a deux joueurs sur toi, c'est que forcément, tu as un coéquipier qui est libre. Là, il n'y a pas de 2 minutes, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a rien de tout ça. Quand Gobert, on voit que Wembanyama est dans cette situation-là, Anthony Edwards, il a beau tenir Victor, bah, il comprend tout avant les autres. Sohan, dans ce registre-là, il est bon pour se placer en tant que poste 4, pas loin du panier, prêt à dégainer ou à recevoir les ballons. Ça va trop vite, ça rentre, et c'est là que notre Français est capable de créer le jeu pour les autres. Je vous parlais un petit peu de ce qui marche bien à San Antonio. J'en attends énormément la saison prochaine de Stephen Castle. J'ai pris une claque. Il a été évidemment Rookie of the Year. Il est encore à surveiller parce que il est trop fort. Rookie de l'année, ça on l'a dit. Physiquement déjà, je le trouve impressionnant. Il dégage pas cette sensation d'être imposant parce que je trouve qu'il fait un 98. Quand tu regardes depuis ton poste de télévision ou ton téléphone, t'as pas cette sensation qu'il est très grand. Par contre, il a des épaules, il est costaud, il fait quand même déjà 100 kilos. C'est un 2004, hein, il a 20 ans, il a déjà ces mensurations-là physiques, il tourne déjà à 15 points par match, il a évidemment profité de l'absence de Victor pour envoyer quelques bombinettes sympas. Son année rookie, elle est plus que réussie. Je pense sincèrement que Stephen Castle peut devenir All-Star dans 3-4 ans. Je vois en Stephen Castle un mec qui va devenir la deuxième option de cette équipe. Je pense que dans quelques années, Stephen Castle sera un meilleur joueur que De'Aaron Fox. À voir ce que va donner Dylan Harper, Carter Bryant, le prochain move que tu vas faire, parce que c'est ça aujourd'hui les Spurs, c'est recruter un Stephen Castle, drafter un Stephen Castle pour voir ce qui va te manquer après. Vassell, Keldon Johnson, plein de tours de draft, c'est ce que tu as en stock pour après voir ce que tu vas pouvoir échanger. En attendant, ton poste 2, ton poste 1, ton poste 3 peut être comblé par Stephen Castle. Il a cette pluralité, cette volonté de jouer partout, il veut jouer au basket, et Sam Mitch Johnson l'a parfaitement compris, tu peux le faire jouer un petit peu partout. Je le préfère quand même en poste 2, je le trouve plus intéressant et ça met plus en exergue ses capacités athlétiques exceptionnelles. Wow, les sauts qu'il est capable de faire, et surtout, regardez la largeur d'épaule, il a 20 ans. Regardez un petit peu à Johnson qui vient de devenir un joueur des Nuggets, il est incroyable, il est trapu, c'est un joueur un petit peu à la Desmond Bane, si peut-être encore un peu moins costaud, mais trapu, capable de s'élancer, capable de comprendre le jeu avec une maturité dingue. C'est un petit symbole ce que je vous montre pour vous montrer un petit peu ce qui est en train de devenir la Area 51, la zone 51, avec l'Alien Victor et le lieutenant plus Stephen Castle. Victor Eagle, donne-la moi, pas de souci. Il t'envoie une balle en arrière et derrière, c'est un dunk facile. Il a la capacité de shooter à 3 points. C'est là pour moi qu'il doit progresser. Je me fais pas de soucis. Là, cette hop là, ce shoot à 3 points, il rentre contre le Jazz, mais ça rentre pas souvent. Il est qu'à 28% à 3 points. Ce chiffre doit augmenter. Il en prenait quand même 4 la saison passée. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est le souci de beaucoup de rookies qui ne seront pas vus comme des shooters élites ou des shooters tout court. C'est pas ce qu'on attendait de lui, c'est pas ce qu'on attend encore de lui, d'être capable de tourner à 40% à 3 points. Ça doit se développer. Faut que la saison prochaine, il tourne autour des 33-34, ce serait déjà bien. C'est quelque chose qui va se développer naturellement, mais la maturité dont il fait preuve est juste impressionnante. La relation qu'il a déjà instaurée en 46 matchs avec Victor Wembanyama, elle est exceptionnelle. Et je pense sincèrement que ces deux-là vont pouvoir vraiment faire quelque chose d'énorme et former un duo, un quatuor, un trio qui va terroriser la NBA pendant de nombreuses années. Il a déjà ce groove, ce move en plus. Regardez après le contre qu'il envoie sur Santi Aldama, comment il le regarde. Il n'y a pas tous les rookies qui sont capables de faire ça et de se retourner avec cette telle confiance.
Stephen Castle, moi aujourd'hui, c'est un de mes joueurs préférés en NBA. Ok, je suis pour les Spurs, donc ça aide. Mais waouh, j'adore le voir jouer. La confiance, la sérénité qu'il dégage. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner encore avec Victor, avec Dylan Harper, avec tous ces mecs-là. En plus, il sent le jeu comme personne. Keldon Johnson, il rate son 3 points, pas de souci. Il est prêt à s'élancer et à dunker sur Sohan, c'est pas encore Maxime Reno, là, côté des Kings. Il lui ressemble un petit peu. Il est prêt à BAM et hop, il te dunk sur la tête de tout le monde. Il est trop fort, il est trop impressionnant, il est trop intelligent. Il est capable de faire des trucs que très peu de joueurs NBA sont capables de faire. Et je vous l'ai dit, à ce moment-là, il a 19 ans. Il a 19 ans, Amir Kofi tombe dans son piège, la petite feinte, ce qui oblige le pied d'appui d'Amir Kofi à sauter. Donc derrière, là, tu perds ton équilibre. Sauf que ce que vient de faire Stephen Castle, c'est une feinte. Donc la feinte, tu vas lui retomber dessus. Il se joue de ça, il te colle pour obtenir cette faute. Et pour derrière, envoyer le end one, sa gueule. Keldon Johnson se marre, il vient de se faire avoir. Et qui fait ça en NBA aujourd'hui? James Harden et surtout Shai. Et il y en a très peu qui sont capables d'avoir une telle efficacité. Je crois que Shai, il faisait pas ça dans sa saison rookie. Bref, la volonté de Mitch Johnson, je suis certain, c'est de faire de Stephen Castle un joueur élite. Il est déjà un défenseur élite, de faire de lui un joueur sensationnel. Au-delà de Victor, au-delà de Fox, on vient de parler pas mal de Stephen Castle, il y a quand même des role-players qui se sont distingués cette saison. Bien sûr, Harrison Barnes, mais ça c'est devenu une habitude. Partout où il va, il donne de bonnes minutes, il est ultra intéressant. Je pense sincèrement que cette année, ses minutes vont augmenter. Il va avoir un rôle de titulaire. Alors oui, il y aura quand même du monde à mettre à son poste. Quoique le poste 4 est pas tant... il n'y a pas tant de place que ça. Il y a Jérémy Sohan. À voir ce que tu vas vouloir faire du Polonais. On va voir quelle couleur il va avoir au niveau des cheveux pour ce début de saison. L'avantage avec Harrison Barnes, c'est que tu as la sérénité d'avoir un mec qui a 3 points et une fiabilité. Il est tellement fiable. Regardez un petit peu son pourcentage. En 2020, 38. En 2021, 39. 39, 37, 38, 43. Cette saison, il a tourné à 43% à 3 points en prenant un peu moins de 5. C'est quand même très fiable. Je pense que ce volume va pouvoir encore augmenter parce qu'il fait du bien à une équipe. Il est le symbole d'un 3&D moderne en NBA. Je défends, je fais pas de bruit, je mets dedans quand l'équipe en a besoin. Les Spurs vont avoir besoin de lui. C'est un joueur qui ne coûte pas cher, qui fait du bien à n'importe quelle équipe. Et tu le vois, il est toujours bien placé, il comprend la NBA, il est le vétéran, pas plus, mais que les Spurs doivent avoir dans leur effectif. Il se place parfaitement. Quand Chris Paul est là, il a parfaitement compris qu'Harrison Barnes, il va tout de suite aller faire le pendant pour envoyer ce qu'il est capable de faire de mieux. Une filoche, défendue, mais pas assez bien, et ça entre. Trop fort, c'est du Harrison Barnes. Il a même été le joueur de la semaine à l'Ouest. Donc il a une petite tripotée de matchs où il a envoyé 25, 30, 35. Donc il peut avoir des flashs. Il ne sera pas All-Star, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais le role-player Harrison Barnes va permettre à ces Spurs d'être une équipe qui manque pas de shooter et qui aura de la fiabilité défensive pour faire des Spurs une équipe avec un rating défensif et offensif bien meilleur. Il y en a un autre qui était intéressant avec l'absence de Victor Wembanyama et qui a donné de bonnes minutes, c'est Julian Champagny. Alors ça, je crois que c'est un joueur que personne n'a vu venir. Il est là, ok, il est là depuis 3 ans, il fait pas beaucoup de bruit. Par contre, cette saison, il a eu des coups de chaud. Pendant quelques matchs, il a eu un volume à 3 points, un volume défensif assez impressionnant. Il est reconduit sans trop de soucis. Il sera là la saison prochaine. Lui aussi fiable, 37% à 3 points. Il en prend 6. Donc là, c'est quand même assez costaud de tourner à plus de 37% à 3 points quand on prend 6 par match. Il a ses 10 points. Tout ça, ça a augmenté. Franchement, le nombre de minutes, le nombre de matchs, le nombre de points, le pourcentage, bref, tout va bien pour Julian Champagny, qui fait des Spurs une équipe qui a des role-players intéressants. Je ne suis pas en train de vous dire que Julian Champagny va te permettre d'aller chercher une bague en fin de saison, mais c'est des joueurs que tu as dans ton effectif et que tu vas devoir encore mettre en avant, parce qu'il est capable défensivement, encore une fois, face au Jazz, de faire mal, de récupérer des ballons, et tout de suite, en transition, le ballon à peine récupéré, de la choper dans les airs après une passe miteuse de Trey Jones qui, lui, n'est plus là, d'envoyer à 3 points. Et c'est ça dont tu as besoin aujourd'hui, autour de Victor Wembanyama, autour de Steph Castle, autour de Fox, des mecs à leur place qui sont capables de faire leur job.
Tu dois évidemment espérer mieux dans les années à venir, en l'état. Je pense que ça peut suffire pour le prono. Le prono, c'est très dur à classer ces Spurs, en espérant déjà que Victor puisse jouer au moins 70 matchs, pour que déjà qu'il soit défenseur de l'année. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Il a joué quoi 46 matchs, on l'a vu, il était toujours, en termes de nombre de contres, le numéro 1 de la ligue, c'est juste délirant. Niveau prono, ça va être très dur déjà, parce que allez, moi je les vois dans ce range-là, entre la 10e et la 7e place, sauf qu'à l'ouest, pour être ne serait-ce que 8e, il faut gagner 48 matchs. Mais vous vous rendez compte, il y a certaines saisons NBA où gagner 48 matchs, ça te permettait d'être top 4, top 3. Bon, à 4 matchs plus haut, t'es deuxième. Donc le range de 2 à 8, waouh, en 4 victoires, tu as 7 équipes. Impressionnant. Je crois que ça va continuer dans ce sens-là, parce que le Thunder, bon, ils sont dans une autre galaxie. Les Rockets, même si Van Vliet s'est fait les croisés, je crois qu'ils vont être impressionnants. C'est le cas pour tout le reste de ces équipes. Si ce n'est les Kings, et encore, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui ne s'est pas amélioré. Là, tu vas devoir faire une saison en plus avec Jimmy Butler. Les Portland est en train de se créer un effectif très intéressant. Il n'y aura pas Lillard parce que rupture du tendon, mais ça défend Ty Bull, Toumani Camara, Denis Avdija, ça défend fort. Tout le monde va s'améliorer, si ce n'est le Jazz et peut-être les Pels, qui vont faire plus de 21 victoires. Donc, comment les classer? Ils tournaient à 34 victoires. Je les vois quand même faire un bond et être à l'équilibre en 41 victoires pour 41 défaites. Si on regarde à l'année dernière, 41 victoires pour 41 défaites, ça ferait des Spurs la 9e équipe. Bon, ça, moi je les vois 8e. Je me dis que ça va être allez, entre le top 10 et le top 8. J'espère les voir au moins dans le play-in. C'est pas j'espère, c'est une obligation. Les Spurs n'ont plus le choix, ils doivent être dans le play-in. Ça y est, ok, t'as encore des jeunes joueurs, mais là, t'entres quand même dans l'année 3 de Victor Wembanyama. Il est temps d'accumuler de l'expérience en NBA et surtout de l'expérience en play-in, voire en play-off. Si les Spurs sont pas en play-off et collent pas un 4-0 à Denver au premier tour, c'est pas grave. Mais ne pas les voir dans le play-in, ça, ce serait dérangeant. Je pense que cette saison, les Spurs enregistrent la salve de rookie intéressante qui va être la dernière avant un moment. Je m'explique. La saison dernière, tu fais Castle qui, je crois, est le pick 4. Cette année, tu fais le 2 et le 14 avec Harper et Bryant. Je crois que derrière, il va falloir monter un trade pour voir cette saison de quoi tu manques, de quoi tu as besoin et créer quelque chose autour de cette équipe. Tanker, jouer pour un pick de draft, c'est terminé. Tu l'as fait pendant 3 ans, depuis Victor Wembanyama jusqu'à Carter Bryant et Dylan Harper. Maintenant, tu prends note de ce qui manque et tu monteras un trade au besoin. C'est fini maintenant les Spurs qu'on va voir en bas de la ligue. Moi, je veux les voir maintenant minimum top 10. S'ils ne sont pas au play-in, ce sera un véritable échec. Je pense sincèrement que les Spurs de Victor Wembanyama, les Spurs de Stephon Castle, parce que Stephon Castle, je trouve qu'on n'en parle pas assez, il est exceptionnel et moi, je l'adore, vont être une équipe très intéressante à suivre, en espérant qu'avec le play-in, avec ce qu'ils vont pouvoir faire, ils vont pouvoir se qualifier en play-off.